Salut, coach! Oui, boys. Comment ça va, Pascal? Ça va bien, vous autres? On est content en tabarouette de te voir avec ce logo-là, puis head coach en plus. Ça fait pas si longtemps qu'on t'a parlé, puis c'était ton rêve. Finalement, t'es arrivé à destination. Hey, écoute, si tu savais mon rythme de vie, comment il est plate. Je vais à l'aréna, je reviens à la maison, je vais à l'aéroport, je reviens à la maison, je vais chercher ma fille à l'école quand je peux, je reviens à la maison, j'ai pas de linge, j'ai des habits, j'ai une coupe de paire de jeans. That's it. Le linge que tu vois, c'est le linge que j'ai. Il a enlevé la tâche avant de rentrer en Ah autre. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est-tu différent, justement? Tu sais, quand tu étais assistant, c'est plus, veux pas, de vidéo, ces choses-là. En chef, c'est-tu différent, ce que tu as à faire comme tâche? Oui. C'est bon, il y a tout l'aspect de gestion du staff, le groupe médical, le groupe qui s'occupe des entraînements hors glace, la gestion de l'organisation, euh, s'impliquer dans la communauté. Ouais, mon horaire de temps est différent. Les heures de coaching ne sont pas différentes, mais je suis plus. Il y a plus de choses à faire qui ne concernent pas nécessairement le coaching, mais qui concernent l'équipe. Donc, c'est différent. Je veux savoir, tu sais, Intéressant. on connaît tout ce qui est arrivé à Columbus puis tout ça, puis c'est pas ce côté-là qui nous intéresse, c'est plus à partir du moment où tu as reçu l'appel que c'était toi qui étais en chef. Comment ça s'est passé? T'étais où? T'as reçu l'appel? C'était-tu une surprise? Puis, Chris, désolé, mais finalement, finalement, ça a pris 30 ans quand même. C'est du travail, pas à peu près, là. Ouais, c'était même pas un appel, Max. Tabarouette. On était au tournoi des recrues. Et Ouais. puis, ce qui est arrivé, c'est que, bon, c'est arrivé durant le tournoi des recrues. Puis le matin que c'est arrivé, on était en meeting. Tout le coaching staff, on était tous là. C'était dans le Michigan. Puis les Red Wings étaient le host du tournoi. Fait qu'on était au Michigan, puis à Traverse City. Puis le matin, on est en meeting, puis nous autres, on est un peu au courant qu'il y a des choses qui se passent, mais on n'est pas au courant à quel point. Donc, on fait notre meeting, ça finit vers midi, puis vers 2 heures, 2 heures et demie, un des adjoints m'appelle, puis il dit: Hey, je viens de voir Babs, puis il s'en va. Je dis: Comment tu viens de voir Babs? C'est quoi qui se passe? Il dit: Je sais pas. J'ai vu, il s'en allait. Je dis: OK. Fait que ça reste de même. Une couple de minutes plus tard, le GM m'appelle et il me dit: Écoute, à quelle heure tu vas être à l'aréna pour notre game? Je dis: Ben, je vais être là dans à peu près une demi-heure. Fait qu'il dit: Viens me voir quand tu arrives. Quand je suis arrivé, on s'est rencontrés dans le parking. Puis il m'a dit: Ça te tente-tu encore de coacher le club? J'ai dit: Ben, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il m'expliquait un peu la situation. Je dis: Écoute, ouais, ça me tente. Laisse-moi y penser 2 minutes. Et finalement, Oui, ça me tente. j'ai oui, ça me tente, mais honnêtement, là, puis je peux pas être plus honnête que ça, là, ça a été. J'ai passé l'entrevue pour la job au mois de, au mois de mai, puis j'étais convaincu que j'avais la job. Lorsque j'ai pas eu la bonne nouvelle, j'étais fâché, j'étais déçu, je me disais, si bon, je sais que je suis le bon gars pour ce groupe-là, je sais que je suis prêt pour ça. Ça m'a pris environ une semaine à être frustré. Puis après une semaine, je me suis dit, bon, j'ai deux choix. C'est soit que je continue à vivre de même puis être fâché, puis c'est pas le fun, ou j'embarque. Puis j'aurais pu partir. Je me suis dit, tu sais, j'ai appris beaucoup avec Paul Maurice à Winnipeg. Puis je me suis dit, ben, Mike Babcock, il a quand même un passé, puis il a gagné la Coupe Stanley, puis la médaille d'or aux Olympiques, Team Canada. Je me suis dit, je peux certainement apprendre de lui. Fait que je me suis dit, OK, je vais rester, puis je vais faire le mieux que je peux, puis je vais travailler avec Mike. Comment Fait que, ça marche dans ce temps-là, côté contrat? Tu sais, as-tu eu le temps de négocier un nouveau contrat de head coach ou c'est déjà une clause? Comment ça non, ben moi, fonctionne? j'étais associé à ce moment-là. Euh, donc, quand ça s'est arrivé, je te fais juste une histoire longue, Ouais. là. J'essaie de la raconter C'est ça qu'on veut, une histoire longue. Ouais, parfait. non, mais je veux pas trop longue. Fait que là, après une semaine, je me suis dit, j'ai pas eu la job. Il la donne à Mike Babcock. Je me dis, OK, je suis pas content, mais je vais travailler avec lui. Je suis pas mal certain que je peux apprendre de lui. Finalement,
on apprend à se connaître l'été. Puis moi, j'ai eu une bonne relation avec lui. Lui, il habite à 3 heures. J'ai acheté un domicile à Columbus. Il était à 3 heures de chez nous. Fait qu'on voyageait. J'allais aller chez eux. Il venait ici. On se rencontrait. Puis j'aimais sa vision de la game. C'est un gars, son cerveau voit la game d'une façon différente. Puis j'aimais ça. Puis on se rejoint sur plein de choses, sur la façon dont on doit jouer en 2023. Fait que je trouvais ça intéressant, puis on travaillait bien ensemble. Donc, là, quand la nouvelle est arrivée au camp des recrues, j'ai été surpris de un. Puis la première chose, c'était c'est quoi la prochaine étape? J'étais déçu de ne pas travailler avec Mike. Puis là, le GM m'a appelé, puis il m'a dit on veut t'offrir la job. Fait que là, tu passes un paquet de feeling. Ils ont dit, on va appeler ton agent si tu es intéressé, on va négocier le contrat. Donc, ça a pris même pas une journée, puis on avait réglé les papiers. Wow. Mais toi, tu dis-tu à ton agent, on le prend puis c'est tout, tu sais, dans le sens que t'as pas que t'as pas de pouvoir de négociation, mais c'est comme, oui, je veux un job et je veux ma chance, fait que niaise pas, là, tu sais. Non, j'aurais pu. On avait un peu de pouvoir de négociation. On aurait pu attendre, mais tu sais quoi, Guillaume? Moi, je me dis, là, mon premier contrat, j'ai fait la même chose à tous les niveaux. Mon premier contrat chez les juniors, mon premier contrat dans la Ligue nationale comme adjoint, mon premier contrat dans la Ligue américaine comme entraîneur-chef. J'ai tout le temps dit, je m'en fous un peu des chiffres. Ouais. Je vais prouver qu'ils ont fait le bon choix. Puis mon deuxième contrat, je vais négocier. Fait que c'est un peu la situation dans laquelle j'étais. J'ai dit à mon agent, j'ai dit, regarde, j'ai dit, j'ai même pas envie que tu négocies. On est rendu là. Ils m'ont donné une année d'extra, donc j'ai 2 ans sur mon contrat. Puis le prochain contrat, ben, on pourra négocier. Une belle mentalité, ça. Puis tu sais, des fois, on regarde les coachs et on se dit, ces gars-là sont tellement sérieux, sont tellement business, mais il reste que c'est des humains quand même. Quand tu es arrivé à la première journée puis tu t'es assis dans ton bureau dans la chaise du coach, tu prends-tu un petit selfie pour l'envoyer à tes amis puis tout avec une face de comique ou vous êtes vraiment business? Écoute, je devrais te dire, là, les 2 premières semaines, là, j'ai dormi environ 4 heures par nuit, puis je te dirais, là, puis j'exagère pas, là, c'est peut-être 3 heures par nuit. Il y avait tellement de choses qu'on devait faire, parce que le camp commençait 4 jours plus tard. Wow. Puis il y avait un paquet d'affaires qu'on revisait ce qu'on avait préparé durant l'été, mais un paquet de choses que je n'avais pas accès parce que c'était Babs qui s'en occupait, c'était Babcock qui s'en occupait. Donc, il a fallu tout revoir. J'ai pas, tu sais, c'est un plan d'été. Là, tu passes ton été à préparer le camp d'entraînement. Là, j'avais 4 jours à le préparer. Wow. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites, mais il y avait un paquet d'affaires que je n'avais pas accès. Je vais t'avouer là, que je n'ai pas eu le temps de célébrer rien. Ça a passé vite. Mes parents sont venus, ma famille est venue pour le premier match à Columbus. Je les ai vus, ma famille, je les ai vus à Montréal, mais je n'ai pas eu le temps encore de dire là, que j'ai vraiment pris du temps pour profiter du moment et de célébrer un peu cette situation-là. J'ai pas eu le temps. Une fois que tu as le poste comme tu as en ce moment, tu as passé, comme tu disais, une entrevue, l'ont donné à Babcock. Tu as eu d'autres entrevues aussi par le passé. Qu'est-ce que tu penses pas qui manquait ou que tu ferais différemment, dirais différemment pour avoir le poste aujourd'hui, une fois que tu as goûté à 10 games en chef? Écoute, je pense pas que je ferais quelque chose de différent. Je pense pas que... moi, je ne suis pas un gars qui est flashé. Tu sais, je ne suis pas un gars qui va arriver puis qui... je pense que les gens qui me connaissent savent que ça prend... J'établis mes paramètres, puis ça prend un certain temps avant de récolter les fruits. Mais lorsque puis je te parle juste de mon histoire du passé. Lorsque les valeurs, puis les façons de jouer, puis la culture d'équipe est établie, il y a du succès pendant... C'est établi pour avoir du succès pendant une longue période. Je ne suis pas un gars qui est flashy à court terme. Je peux comprendre. Écoute, j'ai interviewé pour la job à Norfolk quand John Cooper a eu la job dans la Ligue américaine. Puis c'était entre nous deux, puis Julien Brisebois était là. Puis je peux voir pourquoi ils ont choisi John Cooper. Je suis certain qu'en entrevue, il est extraordinaire. C'est un gars qui parle bien, qui se présente bien. Je peux comprendre. J'ai passé une entrevue cet été avec les Rangers de New York, puis ils ont pris la violette. Je pense que c'était plus une... Puis j'étais jusqu'à la fin. Là. Je pense que j'étais dans les finalistes. Mais je peux comprendre pourquoi ils ont pris Peter Laviolette. Ils cherchaient quelqu'un d'expérience. Eux autres,
ils ont eu une vision de l'organisation où ils sont rendus. Les Jets de Winnipeg, j'ai passé une entrevue avec eux autres. Euh, Puis au moment où j'ai passé l'entrevue, ils voulaient changer un peu la culture, puis ils avaient besoin, ils ont dit, on a changé un petit peu notre vision du profil de coach. On voulait quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale, donc ils ont choisi Rick Bowness. Ensuite, j'ai fait une entrevue avec les Flames de Calgary qui était extraordinaire. Puis ils m'ont dit, entre autres, on cherche quelqu'un à l'interne, mais si ça ne marche pas, on essaie d'établir un cercle. Comme ça, on a des noms. Donc, à chaque fois, ça a été un peu différent. Puis les raisons pour lesquelles je n'ai pas eu les jobs, c'était un peu différent. Mais puis je parlais avec Paul Maurice avant ces entrevues-là, puis il me disait, tu es dans le cercle, tu es là, c'est juste une question de temps. Et finalement, mais comment ça s'est passé? C'était pas nécessairement la façon dont j'avais rêvé, mais au bout de la ligne, je suis rendu où je suis rendu, puis c'est 30 ans d'efforts, puis la chose que je suis fier de moi, c'est que j'ai plusieurs choses, mais j'ai jamais été congédié en 30 ans. Donc, j'imagine que je fais quelque chose de bien. Un Wow. coup, je sais que je ne suis pas flashé, mais la job est faite. Je suis quelqu'un qui est très sérieux, mais en même temps, je suis capable d'avoir du fun avec le staff, avec les joueurs. Il y a un temps et un moment pour ça, mais je suis direct, je suis honnête. Moi, je ne joue pas de game avec les joueurs, c'est honnête. On se dit les vraies affaires. Euh, puis on passe à autre chose. Mais il n'y a pas de. Je ne joue pas de game avec les joueurs. Zéro game. Fait que les joueurs, je pense qu'ils apprécient ça. Euh, mais pour répondre à ta question, là, je dérape un peu, mais pour répondre à ta question, je n'aurais pas fait les choses différemment parce que j'ai été moi-même tout le long. Puis si je commence à jouer des games, mais au bout de la ligne, mais ça sera juste pas vrai, puis je ne suis pas un gars comme ça. Ouais, t'as raison. Mais 30 ans sans être congédié, c'est quand même spectaculaire. Je suis pas sûr que grands coachs qui font ça dans le monde du hockey, là, doivent faire quelque chose de correct, comme tu dis. Puis tu sais, tu parles de game. Dans les entrevues, il y en a-tu une game, justement, avec les organisations? Puis c'est-tu tout similaire ou les entrevues, il y en a qui sont comme, waouh, je peux pas croire qu'ils m'ont demandé ça. Puis... Non, non, sont toutes différentes. Tu vois, les Rangers, là, ils m'ont flyé à New York. Je suis arrivé là, puis c'était le GM, puis l'assistant GM, puis ils m'ont dit, c'est quoi que tu nous présentes, comment tu vois la game, comment tu coacherais notre équipe. Fait que j'avais une préparation. Puis chaque entrevue, ça demande une préparation assez intense. Ah ouais. Chaque entrevue, ça m'a pris environ une semaine à me préparer. Il faut que tu fasses une recherche sur les joueurs, sur l'organisation, où ils sont rendus, les attentes. Il y a une préparation qui est intense. C'est différent. À Calgary, c'était un groupe d'individus. C'était tout le management qui était là. Je pense qu'il était 6, peut-être 7, 8, mais ils étaient tous là. Même chose à Columbus, il y avait beaucoup de gens, mais les questions étaient différentes. Calgary était un peu plus ce que je m'attendais d'une entrevue dans le passé, mais c'était très, on dit formal. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi. Formel. Winnipeg, Formel, là. c'était. Ouais, Winnipeg, je les connaissais beaucoup, mais je les connaissais, comme j'avais dit, j'ai dit, vous me connaissez comme entraîneur adjoint, puis vous me connaissez comme entraîneur-chef dans la Ligue américaine, mais mon approche dans la Ligue nationale va être différente. Donc, on se connaît, mais on ne se connaît pas. Fait que c'était différent à chaque fois, mais la préparation était toujours la même. Fait que là, t'as nommé, dans le fond, toutes les équipes dans la Ligue nationale à part le Canadien. Il n'y a jamais eu d'entrevue avec le Canadien ou... J'ai eu une entrevue avec le Canadien, c'était pour la Ligue américaine, puis c'est l'année qu'ils ont engagé Guy Boucher. OK. C'était Bob Gainey qui m'avait passé en entrevue. Puis je pense que Julien Brisebois était là. Oui, Julien était là. Puis c'était Nice. l'année que Guy, à Drummondville, ils avaient tout Il avait gagné. gagné, ouais. Puis c'est un excellent entraîneur. Là. Tu sais, quand tu compétitionnes avec des gens comme Guy Boucher, Ryan Bonus, John Cooper et Peter Laviolette, T'étais à la bonne place. juste se rendre là, c'est déjà Yeah. un exploit, là, mais puis à partir de là, ça dépend du profil de l'individu qui recherche. Ah non, ça, c'est le plus important. Puis tu parles de profil, puis tu parlais de... C'est-tu dur? Tu sais, on entend souvent ça, là, que c'est tough de partir d'assistant à coach en chef. Toi, ça s'est fait en... Tu sais, t'étais associé depuis 2 ans, là, tu tombes en chef. C'est-tu dur au niveau de la relation avec les joueurs que tu avais? Non, je te dirais non, parce que j'étais associé. J'étais entraîneur-chef associé. Puis mon approche avec les joueurs était, tu sais, on dit le good cop, bad cop, le Ouais. bon policier, puis le policier méchant, là. Moi, j'ai pas cette.
j'ai pas ce désir-là d'être le bon ou le mauvais policier. Je suis juste honnête. Fait que j'ai eu des conversations difficiles avec les joueurs, j'ai eu comme adjoint, comme associé, j'ai eu des conversations dures, j'ai eu des conversations qui étaient plus, bon, tu mets ton bras alentour de l'épaule et tu essaies de pousser le joueur à se sentir mieux, mais euh, cette situation-là où tu es adjoint puis tu fais juste des jokes puis tu es proche des joueurs, c'est pas en moi. J'ai été head coach toute ma vie. J'ai été entraîneur-chef toute ma vie, à part les quelques années à Winnipeg puis les 2 ans à Columbus. Donc, pour moi, ça a été le plus gros challenge de devenir entraîneur adjoint parce que j'avais toujours été entraîneur-chef puis GM. Puis quand je suis arrivé dans la Ligue nationale comme entraîneur adjoint, ça a été le plus gros challenge. C'était pas la Ligue, c'était pas la Ligue nationale, c'était pas les changements que ça l'amène avec la cédule puis de dealer avec les joueurs de la Ligue nationale, c'était le rôle d'adjoint. Je savais pas trop en quoi ça consistait, fait que j'ai essayé d'être l'adjoint que je voudrais engager si j'étais entraîneur-chef. Donc, j'ai essayé d'être cette personne-là, d'être très honnête, d'être très direct, de ne pas de jouer de game avec les joueurs, mais en même temps, de donner à l'entraîneur-chef tout ce qu'il a besoin euh, comme support, puis comme information que lui, il n'a pas le temps de faire, d'être la meilleure personne pour y sauver du temps pour que lui soit le meilleur entraîneur-chef. Donc, j'ai essayé d'être cette personne-là. Je pense que j'ai réussi, mais c'est ça qui est arrivé. Donc, la transition a bien été avec les joueurs. Je pense que les joueurs me voyaient comme le potentiel entraîneur-chef, mais je n'étais pas l'entraîneur-chef. Puis comment qu'on gère tout ça? C'est intéressant pareil. Là, je trouve que ton équipe, il y a beaucoup de talent. Puis en même temps, tu as des jeunes comme Fantilli qui arrivent. Tu as beaucoup de bons jeunes dans l'organisation. Et où la ligne entre le développement puis gagner? Puis comment qu'on gère un choix comme Fantilli? On le vit un peu avec Slavkovski à Montréal, mais tu veux le pousser, mais tu veux pas non plus le casser. Comment tu gères tout ça? Ben écoute, moi je pense que gagner, c'est aussi développer. Il faut que tu gagnes pour développer parce que le développement, c'est l'expérience. L'expérience, tu peux avoir une expérience positive, tu peux avoir une expérience négative. On veut créer on veut créer des habitudes positives. On veut créer des situations où on met nos joueurs dans des positions pour avoir du succès. On est on est la deuxième équipe la plus jeune de la Ligue. On a été dans tous les matchs depuis le début de la saison, sauf, je te dirais, même à Dallas, là, ça n'a pas bien été parce que je n'ai pas aimé l'effort de l'équipe, mais le premier match contre Détroit, ça a été un peu plus compliqué. On joue à la maison. On a une équipe très jeune, on fait beaucoup d'erreurs de jeunes. Mais les erreurs, moi, je suis capable de vivre avec ça. L'erreur qu'ils ne peuvent pas faire, c'est le manque d'effort puis le manque d'implication. Quand je parle d'implication, ce n'est pas nécessairement juste physique, c'est les batailles à un contre un, c'est le back-checking, c'est le forechecking, c'est changer, de ne pas rester sur la glace trop longtemps. On veut jouer un match qui est très rapide, donc ça demande beaucoup d'énergie. Donc, ces erreurs-là, je ne les accepte pas. Par contre, les erreurs de tenter des jeux, de voir des choses sur la glace, puis d'essayer de faire ce jeu-là, puis ça ne fonctionne pas, je vais vivre avec ça parce qu'on est une équipe jeune avec un peu de skills, pas mal de skills, Ouais, puis on beaucoup, est hein. capable de patiner. Ouais. Donc, je vais vivre avec ça, mais le manque d'effort, ça, je ne serais pas capable. Puis ça, c'est pas négociable. C'est un peu. Donc, Ouais, excuse, vas-y. mais écoute, ce que j'allais dire, c'est pour finir, c'était que je veux mettre les joueurs dans une position où, premièrement, ils savent leur rôle, ils savent ce qu'on s'attend d'eux autres, ils savent comment je vais les évaluer. Donc, de 1, 2 ou 3 points, c'est là-dessus qu'on va t'évaluer. Si tu n'amènes pas ça, il va y avoir des conséquences. Mais si tu amènes ça, mais tu as fait des erreurs, on est une équipe jeune, that's fine. T'sais, on va vivre avec ça, mais on veut les mettre dans des positions pour avoir du succès. Puis les positions pour avoir du succès, je pense que les joueurs veulent savoir, un, ils veulent savoir c'est quoi ma job. Puis deux, sur quoi tu vas m'évaluer. Mhm. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais avoir plus de temps de glace ou moins de temps de glace? À partir de le reste, là, c'est tout, c'est un peu, euh, je te dirais pas que c'est pas important, mais c'est moins important. Ils veulent savoir c'est quoi ma job, puis qu'est-ce qui va faire en sorte que je peux avoir plus de temps de glace ou moins de temps de glace. Fait qu'on essaie de leur donner ça le plus possible. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais un coup que tu as ça, ils savent,
les attentes, ils savent leur rôle, donc ils savent sur quoi ils vont être évalués, donc ils se préparent en conséquence. Donc, c'est le même qu'on développe, mais développer dans un environnement négatif puis dans un environnement perdant, moi, tu développes, mais tu développes des habitudes qui, habituellement, qui s'en vont dans une mauvaise direction, puis on ne veut pas faire ça. C'est intéressant. Justement, tu parles de développement puis tu parlais du match à Dallas, puis je lisais que c'était comme une journée de congé que vous aviez, puis là, tu as comme changé pour une pratique qui était plus difficile. C'est-tu dur avec le hockey 2023, la convention collective, tout ça, de changer les plans puis les journées de congé qui étaient attribuées? Non, c'était pas une, tu sais, la NHLPA, l'association des joueurs, on a certaines journées, on a un nombre de journées qu'on doit donner de congés à l'équipe. Puis ça, c'est pas négociable, même si je voulais faire d'autres choses, je ne serais pas capable. Puis c'est correct, ça protège les joueurs, puis je t'en fais pas de ça. C'était pas une journée planifiée comme une journée de congé. C'était une journée où on devait pratiquer, mais je me suis dit, on joue à Dallas, c'était à 2h30 de Columbus. Le temps qu'on revienne, on perd 1 heure. On est arrivé à Columbus, il était 2h du matin. Les joueurs étaient probablement à la maison à 3h. Même chose pour moi. Ça ne me tentait pas d'aller à l'aréna, les boys. Ça ne me tentait pas, moi non plus. Là. Je voulais donner cette journée de congé-là. Mais si on est pour établir une culture sur le travail, puis à faire les bonnes choses, sur le processus, les joueurs ne méritaient pas ça. Moi, je fais partie de l'équipe. On n'a pas gagné, mais on n'a pas bien joué. On n'a pas assez travaillé. On ne méritait pas ça en tant qu'organisation. On ne méritait pas cette journée de congé-là. Les journées qui sont déjà attribuées à chaque mois, on ne peut pas jouer avec ça. Puis je ne voudrais pas jouer avec ça. Il y a des journées qui sont fixes de congé, mais ça, c'est une journée où on avait planifié peut-être de pratiquer. Puis je me disais, Astic, j'espère qu'ils vont bien jouer, j'espère qu'ils vont travailler. Au-delà du résultat. Oui, je comprends. Pour qu'on puisse leur donner une journée de congé, mais on n'a pas atteint l'objectif. Donc, on s'est tous présentés à l'aréna et on a travaillé. Comment qu'on discute avec les anciens joueurs qui sont assistants coach? Je pense à un gars comme Mark Rickey qui a beaucoup d'expérience. Il me semble qu'on a des visions différentes, toujours les entraîneurs et les joueurs. C'est comment que ça devient compatible? Ben écoute, on a Mark Rickey, on a McCarthy, Steve McCarthy, c'est un ancien joueur aussi. Jared Ball. Qui est un ancien joueur. On a Joseph, qui est aussi un ancien joueur. Il a joué environ, je pense, c'est 300 matchs. On a Backstrom, qui est un ancien goaler au Minnesota. T'as-tu joué avec? J'ai joué avec. Ouais, j'ai joué avec. Bon, ben c'est notre coach de goaler. Donc, il parle au gars, hein? mais surprenant parce que c'est pas un gars qui parle beaucoup. Puis je le sais, sa routine de match était un peu différente. Ah ouais. Mais c'est un gars oui, il parle, puis il a des bonnes connaissances, c'est un travaillant, il a une bonne relation avec nos goalers, mais il est le fun à voir. Là. Il est en train c'est sa première fois qu'il travaille avec l'organisation. Il était engagé avant que j'arrive. Il était scout pour l'équipe. C'est une bonne personne, c'est un bon coach. Donc, c'est tous des anciens joueurs, mais au bout de la ligne, je pense que les joueurs qui deviennent des coachs, ils réalisent que c'est comme deux mondes un peu différents. La cédule est différente, l'approche est différente. On veut accomplir la même chose, mais le travail, la charge de travail est différente. Écoute, comment je parle avec eux autres? Je parle avec eux autres comme du monde de hockey, mais c'est le fun d'avoir une gang d'anciens joueurs. Je pense qu'une valeur, une certaine... moi, je ne suis pas un ancien joueur, puis je sais, je suis conscient de ça. Donc, de m'entourer avec des anciens joueurs, ça a un impact. Puis je pense que d'être un ancien joueur, c'est aussi important d'avoir ça dans la Ligue nationale. Je pense qu'une relation avec les joueurs, puis les anciens joueurs qui sont devenus entraîneurs, qui est assez important que moi, je ne peux pas avoir parce que je n'ai pas vécu cette expérience-là. C'est bon. Il y a une bonne question sur le chat. Il y a quelqu'un tantôt qui demandait, tu sais, quand tantôt on parlait de ton parcours, 30 ans d'efforts, puis tu as été au Cap-Breton, puis tu as travaillé fort pour avoir ton rôle. C'est quoi la réaction? Puis je sais que ça va être une bonne réaction de ta part, mais quand tu vois un gars comme Martin Saint-Louis qui part du Pee-Wee et qui monte direct pour le Canadien de Montréal, ça doit être comme wow! Non, je suis content pour lui. Moi, je ne le connaissais pas, Martin. Là, je l'ai rencontré un petit peu avant le match lorsqu'on a joué à Montréal. Puis on vient de Laval tous les deux. Ouais. Je ne le connais pas beaucoup, mais Martin, c'est différent. Martin, c'est un gars qui est dans le temps de la renommée, qui a joué dans la Ligue nationale. Il a une expérience qui est différente. Puis,
Pardon. Puis les chemins sont différents pour tout le monde. Moi, ça m'a pris 30 ans, pour d'autres, ça prend 10. Il y a certains. Tu sais, c'est pas, il y a pas. C'est pas comme tu vas au secondaire, tu vas au cégep, tu vas à l'université, puis tu as ta job. Il n'y a pas de chemin. C'est vrai. Tu sais, Martin il a fait ses devoirs d'une façon différente, puis il a joué au hockey, puis il a eu du succès. Puis Martin, il a tout le temps été. Tu sais, lui, ça a été le petit joueur que tout le monde lui disait tu ne seras pas capable de jouer. Tu ne seras pas capable de jouer Midget 3, tu ne seras pas capable de jouer collège, tu ne seras pas capable de jouer dans la Ligue nationale. Tu seras pas capable... il a tout le temps rencontré les défis, puis il a tout le temps surpassé les attentes. Puis Martin, c'est une bonne tête de hockey. Là. Tu vois son équipe, puis les joueurs, tu vois, Ouais. il y a un aspect du coaching qui est super important. Puis c'est pas par rapport au système, c'est comment les joueurs veulent jouer pour le coach. Ouais. Il y a une partie du coaching qu'on ne parle pas souvent, mais c'est important. Les joueurs, pas que tu veux jouer pour le coach, tu ne bloqueras pas des shots pour le coach, puis tu n'iras pas dans le coin plus vite pour le coach, mais tu ne veux pas le décevoir non plus. Puis Martin, il apporte ça. Je pense que c'est un bon coach. Ça semble être une bonne personne. Il apporte un aspect émotif aux Canadiens. C'est une jeune équipe aussi, puis il travaille fort. On a joué contre eux autres, puis on les a brassés en première période. Euh, C'est Puis une ils ont bonne bien game. réagi. Puis, tu sais, ils ont bien réagi, puis ils ont continué à travailler. Puis le match a changé de bord à un certain moment donné, mais c'est une équipe qui travaille. Donc, je pense qu'il fait son boulot. Puis, non, j'étais content pour lui. Honnêtement, là, j'étais content pour lui parce que, tu sais, si ça avait été un coach du hockey mineur, je m'excuse. Mais si ça avait été un coach de hockey mineur qui n'avait jamais joué dans la Ligue nationale, qui n'avait jamais joué, là, je me dirais, wow, c'est quoi qui se passe? Là, Ouais. ça marche pas. Mais Nous autres aussi. Martin Saint-Louis, c'est un cas différent. Content pour lui, content pour le Canadien. Je pense que c'est une bonne addition. Ah, c'est cool. Avant d'aller au petit segment, je veux que tu nous parles justement de ton match au Centre Bell. On parle de 30 ans tout à l'heure. Tu as traversé souvent assistant, associé, mais là, c'est toi qui as le jacket écrit coach en chef sur le bras. Il me semble que ta gomme ballon était plus grosse. Parle-nous de toute cette semaine-là dans ton calendrier, dans ton début de saison, puis quand tu as traversé la glace au Centre Bell. Ouais, ça a été, écoute, je te dirais là, que moi, je suis quelqu'un de très réaliste là, dans la vie. Puis, écoute, le Canadien de Montréal, c'est le Canadien de Montréal. Là, j'ai grandi. Moi, je suis un peu plus vieux que vous autres, les boys, là, mais j'ai grandi à écouter Guy Lafleur, puis Jacques Lemaire, puis Steve Shutt, puis Larry Robinson. Puis, tu sais, j'allais me coucher après la première ou deuxième période, là, je me rappelle pas, mais tu sais, j'étais un petit cul à ce moment-là. Puis, je me rappelle, en troisième ou quatrième année à l'école, on avait un livre, puis on étudiait, je ne sais pas si c'était vrai pour vous autres aussi, mais à l'époque, dans les années 70, euh, en troisième ou quatrième année, on avait un peu d'histoire, puis notre histoire, c'était l'histoire du Canadien. Tu sais, on était, je ne veux pas dire brainwashé, là, mais on Ah était. ouais. Tu sais, Ah, ils ont arrêté depuis 93 à le faire, ça. mais écoute, le Canadien de Montréal, mais c'est aussi ma famille vient de Montréal. On Ouais. vient de Laval, mais tu sais, c'est Montréal. Puis ils ont ça dans le sang. Donc, de venir au Centre Bell, puis le fils, le fils de mes parents est un entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Euh, et le frère de mes frères est un entraîneur-chef dans la Ligue nationale. C'était un moment où il y avait beaucoup de fierté. Il y avait beaucoup de fierté. Il y a un sentiment très émotif avec le fait du premier match à Columbus, mais aussi du premier match à Montréal. Puis je le sentais aussi, tu sais, je le sentais. J'étais content d'être là. J'étais content de représenter ma famille. Puis tous les gens qui m'ont supporté tout au long des 30 ans ou des dernières années qui ont été bons pour moi, qui ont été patients avec moi, mais puis qui ont cru en moi aussi. Tu sais, j'ai rencontré avant le match, j'ai rencontré mes coachs Midget 3, tu sais, Martin Saint-Louis, puis moi, on a joué pour les Régents, Ouais. des années différentes. Puis Martin Leclerc, le journaliste, a organisé une rencontre entre Martin Saint-Louis, moi, puis nos coachs Guy Lefrançois, Daniel Noonan, puis Michel Léveillé avant le match. Chantal Levancabé était là aussi. Puis ça a été une super belle rencontre. Fait qu'il y a un paquet de choses que les gens ne savent pas, mais qui se passent, qui fait en sorte que la visite à Montréal, ça a été Ah, extraordinaire. ça, c'est cool, pas à peu près. Ça devait, ouais.
Ben, félicitations, Ouais, Pascal. On good est vraiment contents pour toi. Puis c'est vraiment trippant de voir ça. Puis justement, on a un petit segment qu'on appelle On se vide le sac. Il reste 2 minutes. Ouais, 2 minutes. qui est présenté On se par. vide le sac. Ouais, on se vide le sac dans la poche bleue. Nous autres, on est original dans nos noms. Hein. Présenté par la gang de Coke Zéro Sucre. Puis c'est 2-3 petites questions rapides. Y a-tu déjà arrivé dans ta carrière, c'est certain, là, comme nous autres, quand on visitait les hôpitaux ou autres, un fan que tu te souviens qui t'a ému? Il y a une situation avec un fan qui t'a ému. Un fan qui m'a ému. Je me souviens pas. Ben, tu sais, ça peut être une visite d'hôpitaux, ça peut être... Ben t'sais. oui. Ah oui. Écoute, oui. OK, merci. Lorsque j'étais à Montréal, pour le Junior de Montréal, les grands frères, grandes sœurs de Montréal m'ont invité à être le spokesperson, la personne... Porte-parole. Porte-parole, merci. Du côté francophone, puis Carcillo, je pense que c'est ça, Carcillo, le quarterback des Alouettes de Montréal. Calvillo. Calvillo, OK, je m'excuse. Était le porte-parole du côté anglophone, puis moi, j'étais le porte-parole du côté francophone. Puis à ce moment-là, ben, j'ai rencontré un paquet de jeunes personnes, de jeunes familles. Puis j'avais un peu une conscience, un peu de connaissance sur ce que ces jeunes-là vivaient, mais j'ai rencontré un paquet de jeunes personnes que j'avais aucune idée dans quel genre de vie qui grandissait. Donc, j'ai eu beaucoup de moments où, lorsque j'étais porte-parole pour le Chignon de Montréal, pour les grands frères, grandes sœurs, ça m'a touché beaucoup. Ça a été... Ça fait grandir. Ben, ça te fait grandir, mais ça te fait aussi réaliser qu'on est très privilégié, puis en même temps qu'on a une plateforme pour aider beaucoup de gens. Puis j'ai utilisé ces 3 années-là à Montréal pour faire le mieux que je pouvais, mais il y a tellement de travail à faire, il y a tellement de bénévoles qui peuvent aider. Puis je voyais les bénévoles, puis je voyais les gens qui travaillent pour Grands Frères, Grandes Sœurs qui font du mieux qu'ils peuvent, mais il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à améliorer, puis il y a tellement de monde en besoin. Ça m'a ému beaucoup, mais en même temps, ça me dit, si bas, là, on peut tellement aider plus, puis d'en faire plus. Puis, 100%. il y a des enfants, tu sais, qui vivent dans la misère, puis qui ont des difficultés, puis ils ont besoin d'un grand frère, ils ont besoin d'une grande sœur, ils ont besoin de support. Puis souvent, ce que j'ai réalisé, c'est notre première mentalité, notre première vision, c'est ben, qu'est-ce qu'ils font les parents? Mais les parents, ils n'ont pas d'argent, ils ont de la difficulté à survivre, ils ont de la misère à payer pour un repas par jour, ils ont de la misère à payer pour un crayon pour aller à l'école. Fait que ça a été un moment de ma vie où j'ai beaucoup appris sur autre chose que le hockey, puis qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, même à Montréal. Ouais, c'est beau ça. Dans le feu de l'action, comme coach ou joueur, quelle est la chose la plus drôle que tu as entendue? Puis as-tu déjà chirpé un joueur? J'ai jamais chirpé un joueur. Jamais ça, je trouve ça, c'est pas ma job. On a des joueurs sur le banc qui chirpent les autres. Mais moi, personnellement, non. C'est pas ma job. Puis si je vois un coach, par contre, ce que je vais faire, puis c'est arrivé, si je vois un coach adverse qui chirpe mes joueurs, là, je vais partir après lui. Mais entre coach, c'est arrivé, mais pas avec les joueurs. Je pense que ça, c'est quelque chose que tu ne devrais jamais toucher comme entraîneur. C'est pas ta job. Ta job, c'est de t'occuper de ton équipe. Puis si un joueur s'approche du banc, puis qui parle à nos joueurs, c'est à eux autres de répondre, mais c'est pas à moi de le faire. Puis, c'est bien beau, là, on est tous tough, puis on est tous des hommes, puis de la testostérone, là, mais même si je chirpe un joueur, moi, je ne vais pas ça à la glace. Là, fait que je n'irai pas, dans le coin avec lui. Fait que je ne sais pas, pas ma job à moi, mais des affaires drôles. Là, écoute, je me rappelle une affaire qui me fait rire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Alain Vigneault. Ouais. Derrière le banc. Ah, c'était avec moi. C'était là. J'étais là. Ouais, Ben, la question, ça me fait juste penser à ça. C'était Bieksa, c'est ça? Bieksa puis Fiddler. Fiddler. C'est incroyable. Ça, c'est une des choses qui me font le plus rire. À penser à être en arrière du banc, là, ça, c'était vraiment très Hey, OK, ben, d'abord, ça arrive-tu que, admettons, vous êtes en arrière dans vos bureaux, puis là, si vous vous poussez une joke avant la game, puis vous avez un crise de fourré pour arriver en arrière du banc, puis là, vous la jouez sérieux, mais que vous êtes en dedans, tout le monde bien crampé? Ou...
Pas vraiment, non. Non? Pas OK, vraiment. c'est bon. Guillaume, c'est des professionnels. Hey, ça arrive, là. OK, ouais. C'est sûr qu'il n'y a pas des Peut-être que ça fourrures. arrive, mais c'est pas vraiment. C'est arrivé un moment donné avec Winnipeg. On s'en allait. Puis je me rappelle pas. On n'était pas à Winnipeg, on était sur la route. Puis Paul Maurice, il s'en allait vers le banc. Puis moi, j'étais en arrière. Puis il se retourne. Puis il dit je te donne 1000 pièces si tu connais le nom du groupe qui chante la chanson. Là, je dis je me suis dit, je ne connais pas la chanson. Il disait, écoute, 1000 pièces, je te donne 10 secondes. Puis on s'en allait vers le banc. Je te donne 1000 pièces. Je la connaissais pas. Je connaissais pas le band. C'est une chanson assez populaire, mais je suis pas. Tu sais, la musique, moi, j'étudie là, j'étudie les. Allez, peu importe. Je connaissais pas le nom du band. Puis ça a été un moment que je me rappelle. Mais à part de ça, non, avant les matchs, on est assez focus. Les gars, yes. Pascal, un gros merci, énorme merci. On est sérieux, sincèrement très content pour toi. Ouais. Avant que Guillaume te parle, je veux juste te dire, si jamais tu as des problèmes avec Elvis, appelle-moi. C'est moi qui l'ai levé à Lugano, fait que je connais toutes ses faiblesses et ses secrets. Avec Elvis, Ouais, il y a beaucoup de potentiel, Elvis. il est bon, il est bon. En tout cas, Max, il me le vendait comme 8e merveille. Là. Je jouais avec à Lugano, j'ai été 5 ans là-bas, puis j'ai appelé Guillaume, j'ai dit c'est sûr, ce gars-là est dans la Ligue nationale un jour, puis comme de fait, il est tombé à Columbus. Oui, il y a beaucoup de potentiel. Lâche pas, Pascal, puis on continue de vous suivre. Merci, puis, boys. c'est le fun de vous voir aller. Puis Non. va te coucher, là, va te reposer. On va me coucher. Puis moi, j'aimerais ça prendre une autre gageure. Demain, il va être habillé en Columbus. Salut. Ça, c'est sûr. J'ai pas d'autres lignes. Ciao, Pascal.